Les chemins de la connaissance, Raymond Aron, une philosophie de l'histoire. Aujourd'hui, le fantôme de Marx. Il n'existe pas d'auteur que j'ai autant lu et qui m'ait autant formé que Marx, et dont je n'ai cessé de dire du mal. Il est vrai qu'on peut parler à ce sujet d'une interminable explication avec Marx. Ce dialogue et cette confrontation permanente sont présents dans presque toute l'œuvre de Raymond Aron, dans ses cours, dans ses articles. C'est également un débat constant avec les marxistes ou compagnons de route comme Althusser ou Sartre. Le Capital suscite en lui une sorte de fascination. Je ne dois rien à l'influence de Montesquieu ou de Tocqueville, écrit-il dans l'introduction aux étapes de la pensée sociologique. Je suis arrivé à Tocqueville à partir du marxisme, de la philosophie allemande et de l'observation du monde présent. Je continue presque malgré moi à prendre plus d'intérêt au mystère du capital qu'à la prose limpide et triste de la démocratie en Amérique. Karl Marx, économiste et sociologue, une émission de Claude Métras, le 24 avril 1968. Marx considérait-il le Capital comme une œuvre économique et comme une œuvre scientifique? À cette question, à mon sens, la réponse est de toute évidence oui. Aujourd'hui, parmi les interprètes de Marx, vous avez deux écoles. Il y a une première école, qui est celle du père Bigot, qui a écrit un livre sur le Capital, et qui prétend qu'au fond, l'essentiel du Capital se trouve dans le manuscrit économico-philosophique de 1845, et que le Capital n'est pas réellement un livre d'économie. Mais le paradoxe de son interprétation, c'est que simultanément, il interprète tout le Capital à la lumière du concept d'aliénation, et il reconnaît que le concept d'aliénation n'est pas utilisé une seule fois dans le Capital. Si tout le contenu du Capital est déjà dans le manuscrit économico-philosophique de 1845, alors voici Marx qui a consacré toute sa vie à essayer d'écrire un livre monumental qui s'appellerait La critique de l'économie politique, et ce livre ne contiendrait rien de plus que les intuitions du jeune Marx de 1845, qui à cette époque avait 6 mois de formation économique. Car en 1845, il venait tout juste de découvrir l'économie politique. Comme manière de condamner l'œuvre historique, l'œuvre de toute la vie de Marx, à mon avis, on n'a rien trouvé de mieux que cette manière de le sauver. Le plus grand économiste de notre temps, Schumpeter, a tourné en dérision les marxologues qui prétendent que le Capital est tout pénétré de pensée hegelienne. Et pour lui, Marx, en tant qu'économiste, est essentiellement un disciple de Ricardo, qui a repris les principes essentiels de Ricardo avec un certain nombre de modifications, dont la principale est qu'au lieu de parler du prix du travail, comme le disait Ricardo, Marx dit prix de la force de travail. Alors, pour Marx, c'était une transformation fondamentale. Pour Schumpeter, c'est un détail. Pour moi, c'est là qu'est le centre de ce que Marx appelait critique de l'économie politique. Parce qu'il considérait que les économistes ordinaires, les économistes bourgeois, ne considéraient que l'apparence des phénomènes. Et l'apparence des phénomènes, c'était l'ensemble des relations au niveau des prix. Et Marx a cru qu'il trouvait scientifiquement quelque chose qui était à la fois la vraie science économique et la critique de toute la science économique. Le point central est ceci: Marx a voulu être un économiste professionnel qui réfutait tous les économistes professionnels de son temps en découvrant ce que ceux-ci n'avaient pas découvert, à savoir l'origine de la plus-value et du même coup l'origine des illusions dans lesquelles vivent les capitalistes. Voilà le centre du capital tel que Marx l'a pensé. Alors, ce que nous en pensons aujourd'hui, c'est une autre affaire. Mais donc, quand le père Bigot dit « ce n'est pas un livre d'économie politique », c'est une manière de refuser Marx. Quand Schumpeter dit « c'est un livre d'économie politique comme Ricardo », c'est une manière de laisser tomber le sous-titre du Capital, qui est « critique de l'économie politique ». Et critique de l'économie politique, c'est la même chose que la critique de la religion dans la jeunesse de Marx. Critiquer la religion pour Marx, c'était montrer l'origine des illusions religieuses dans le non-accomplissement de l'humanité dans le monde réel. Critiquer les illusions économiques
au moment de la maturité de Marx, c'est montrer dans la structure du régime capitaliste pourquoi les capitalistes vivent dans l'illusion. Quelques idées simples du capital sont passées dans la conscience courante des marxistes et même de l'opinion. L'idée fondamentale est celle de la plus-value, c'est-à-dire que l'ouvrier produit en quelques heures de travail l'équivalent en valeur de son salaire, c'est-à-dire les marchandises qui sont nécessaires à sa vie et à celle de sa famille, et puis qui travaille un nombre d'heures plus grand que le nombre d'heures nécessaires pour reproduire en valeur ce qui lui est donné sous forme de salaire. D'où l'écart entre le salaire qu'il perçoit et la valeur qu'il crée, d'où l'origine de la plus-value. Et c'était là pour Marx la démonstration scientifique du fait que les ouvriers étaient exploités dans le capitalisme. Et pour Marx, c'était une démonstration scientifique. Et comme il faut prendre au sérieux un grand penseur comme Marx, il ne faut pas essayer de sauver ce qui nous paraît scientifiquement faux aujourd'hui en prêtant à Marx simplement une conception vaguement morale ou existentielle de l'analyse du capitalisme. Pour Marx, l'essentiel du capitalisme, c'est l'accumulation du capital. L'accumulation du capital, toujours plus de machines, toujours plus de moyens de production. L'accumulation du capital, c'est l'augmentation de la productivité du travail. Augmentation de la productivité du travail dans le désordre, dans les crises, dans la pauvreté plus ou moins temporaire des ouvriers, c'est une affaire entendue, mais le grand mouvement du capitalisme, pour Marx et pour Schumpeter, c'est l'augmentation prodigieuse de la capacité de production de la société prise globalement. Or, cette perspective de l'augmentation de la productivité est en son essence une perspective optimiste. Et Schumpeter, qui a la même perspective de l'augmentation de la productivité, est optimiste sur le devenir des hommes ou du niveau de vie dans le régime capitaliste. Or, Marx, avec une analyse de l'augmentation permanente de la productivité, aboutit à des conclusions rigoureusement pessimistes. Et c'est là ce qui est frappant. Je dirais qu'il y a chez Marx un économiste disciple de Ricardo qui est pessimiste et un sociologue qui est génialement optimiste. Les deux sont combinés et naturellement ce qui apparaît à la surface du texte, c'est le pessimisme. Les éléments d'optimisme à la fois de Marx et des économistes modernes, c'est l'augmentation de la productivité du travail. Ce qui signifie que dans un temps donné, un travailleur produit des valeurs de plus en plus grandes, ou si vous voulez, une quantité croissante de marchandises. Il vous suffit donc d'admettre une théorie du salaire selon laquelle le salaire équivaut à la productivité marginale du dernier travailleur employé, pour que, si ce dernier travailleur employé produise plus de valeur dans un nombre X de temps, eh bien, il reçoit une quantité supérieure de marchandises et par suite son niveau de vie s'élève. Donc, toute théorie de la productivité croissante du travail, à condition que cette augmentation soit suffisamment rapide, débouche sur une perspective optimiste, à moins de supposer qu'il y ait une inégalité croissante dans la distribution des revenus, ce qui est d'ailleurs hautement improbable dans un capitalisme moderne, étant donné la puissance des syndicats. De plus, pour que l'on puisse calculer le taux de l'exploitation, il faudrait déterminer quelle est la valeur du salaire. Or, Marx nous dit, la valeur de la force de travail est la valeur des marchandises nécessaires à la vie de l'ouvrier et de sa famille. Mais il ajoute, ce qui est nécessaire à la vie de l'ouvrier et de sa famille est déterminé dans chaque société par les habitudes et les idées ambiantes. Alors, de deux choses l'une, ou la valeur de la force de travail, c'est le minimum, disons, physiologique nécessaire à l'ouvrier. Alors là, c'est une mesure rigoureuse, mais manifestement, elle est fausse, car on ne peut pas dire que l'ouvrier américain en soit réduit au minimum physiologique. Ou bien le minimum nécessaire à l'ouvrier est celui qui, dans chaque société, est établi par le niveau de vie ambiant. Et dans ce cas-là, quel que soit le niveau de vie de l'ouvrier, vous pourrez dire que la théorie de Marx est valable parce qu'elle n'a plus de signification rigoureuse. C'est-à-dire que la formule, la valeur de la force de travail
et la valeur des marchandises nécessaires à la vie de l'ouvrier et de sa famille, ou bien vous en donnez une définition strictement limitée au minimum valable pour toutes les sociétés, et alors c'est faux, ou bien vous admettez que ce minimum varie de société en société, et la théorie devient irréfutable parce qu'elle n'a plus aucun caractère précis. Marx, économiste, n'a jamais donné une démonstration de la paupérisation absolue des masses, parce qu'il n'aurait pu y avoir paupérisation absolue avec augmentation de la productivité du travail que par aggravation de l'exploitation du travail. Or, il n'a jamais essayé de démontrer qu'il y avait aggravation de l'exploitation du travail. Donc je dirais que quand Marx était économiste, ce qui lui arrivait souvent dans le Capital, il n'a pas affirmé ou démontré la paupérisation. Lorsqu'il était militant, politique ou prophète, il a affirmé la paupérisation. Et la personnalité de Marx est une personnalité complexe. D'un certain côté, c'était un homme de science, d'un autre côté, c'était un homme d'action, et enfin, c'était un prophète. Le prophète et le militant ont affirmé la paupérisation absolue, mais l'économiste ne l'a jamais démontré parce qu'il était beaucoup trop bon économiste pour l'affirmer ou la démontrer. Il était animé par une haine farouche à l'égard du monde dans lequel il vivait, et Dieu sait que le monde dans lequel il vivait justifiait à beaucoup d'égards cette haine, et la dialectique historique qu'il développait était plus convaincante, plus irrésistible, si réellement on assistait à cet extraordinaire paradoxe que les forces productives augmentaient continuellement et que la misère des masses s'aggravait en même temps. Cette image d'un monde où les hommes accumulent les moyens de produire et où les masses sont misérables, c'est une image qui n'est pas tellement fausse par rapport au capitalisme de 1850-60 que Marx a observé. Et on pourrait prendre encore un autre exemple. Supposez un homme du tempérament de Marx qui ait vécu dans la Russie des premiers plans quinquennaux, au moment où l'on accumulait des moyens de production formidables dans les usines et où l'on prélevait l'épargne nécessaire en réduisant au minimum le niveau de vie des masses. Lorsqu'il faut prélever le plus possible des revenus pour les accumuler et distribuer le moins possible en biens de consommation, bien sûr, il peut y avoir des phases de paupérisation, que le régime soit socialiste au sens soviétique du terme, ou que le régime soit capitaliste. Marx est philosophe par cette notion de la critique de l'économie politique, c'est-à-dire d'aller chercher au-delà des illusions dans lesquelles vivent les sujets économiques, la réalité profonde qui est le système de la valeur et de la plus-value. En cela, il est philosophe et il continue l'œuvre de sa jeunesse quand il était critique de la religion. D'un autre côté, il est économiste parce qu'il utilise les concepts et les relations de Ricardo pour justifier son pessimisme. Et en troisième lieu, et c'est peut-être là qu'est son génie, il est sociologue, c'est-à-dire il décrit de manière frappante comment fonctionne le régime capitaliste. La seule chose qui rend cette description spécifiquement marxiste, c'est que l'accumulation du capital, l'augmentation de la productivité du travail, tout ça pour lui devient le sous-produit de la recherche de la plus-value. C'est-à-dire que dans le régime capitaliste tel qu'il le voit, les bons résultats, c'est-à-dire l'accumulation et l'élévation de la productivité du travail, ne sont que les résultats indirects de la quête du profit et de la concurrence entre les capitalistes. Et il, lui, rêve d'un régime où le phénomène de l'accumulation et de l'augmentation de la productivité serait directement voulu par les producteurs associés. Mais si vous laissez de côté l'explication en termes un peu simples du développement du machinisme par la recherche du profit, vous avez une description du capitalisme de son temps qui est d'une vérité extraordinaire. Et vous y trouvez encore aujourd'hui des analyses des différentes modalités de machines ou des analyses des différentes modalités de chômage qui sont de grands morceaux de sociologie économique. Le Capital, c'est le livre d'un philosophe
qui a médité Ricardo et qui, en profondeur, était un sociologue historique du monde moderne. C'est un livre étrange, c'est un livre monumental, et qui déçoit à peu près tous les spécialistes. Pour trouver un plaisir plein à l'étude en profondeur du Capital, il faut être philosophe, économiste et sociologue. Si vous ne vous intéressez pas à une de ces trois disciplines, vous trouverez tout cela quelque peu bizarre. Il y a une méthode marxiste qui refuse soit de s'en tenir à l'abstraction des théories économiques, soit à l'histoire descriptive, et il y a ce que Schumpeter a fort bien appelé une tentative d'histoire raisonnée. C'était certainement, sinon radicalement neuf, du moins très original sous la forme où il l'a fait, et je pense qu'encore aujourd'hui, il est rare d'appliquer une méthode de cet ordre parce qu'elle est à la fois géniale et dangereuse, en ce sens que, bien sûr, nous voulons tous faire une histoire raisonnée, c'est-à-dire faire comprendre le développement des régimes économiques modernes à partir de relations suffisamment abstraites. Le danger, c'est de prendre quelques propositions assez simples et de vouloir en déduire toute la complexité des faits historiques. Et Marx, de temps en temps, commet cette erreur. Il explique de manière beaucoup trop simple la diversité des faits historiques. Mais ce que nous cherchons tous encore aujourd'hui, c'est cette combinaison de philosophie, d'économie et de sociologie. Simplement, nous la cherchons avec des instruments plus perfectionnés et nous la cherchons aussi avec une connaissance du monde qui s'est développé depuis Marx, que Marx ne pouvait pas posséder. N'oubliez pas que quand, dans le 3e livre du Capital, Marx parle des sociétés par action, il présente les sociétés par action déjà comme la négation de la propriété privée dans le cadre du capitalisme. C'est-à-dire que pour lui, les sociétés par action étaient déjà une forme de propriété sociale. Et l'on pourrait plaider que les grandes corporations du XXe siècle sont, selon une interprétation vraie de Marx, une forme de propriété sociale. De telle sorte qu'il est un petit peu absurde de vouloir juger ce que Marx a dit en 1850-60 à la lumière de ce que nous savons un siècle après. Sur bien des points, je pense qu'il s'est trompé, mais que pour être juste, il faut ajouter une formule d'un homme qui n'était pas marxiste, qui était un grand auteur que j'ai déjà cité plusieurs fois, qui est Schumpeter, qui a dit « Si dans un siècle il reste autant de vérité dans ce que j'ai écrit qu'il reste de vérité aujourd'hui dans ce que Marx a écrit, je serais bien content. » Le Capital ou critique de l'économie politique se situe dans une entreprise intellectuelle que Marx a commencé dans sa jeunesse et poursuivi toute sa vie, qui est l'effort pour penser l'histoire globale. Alors, le Capital est une partie de cette tentative pour penser l'histoire tout entière, mais c'est un fragment de cette tentative, parce que le Capital, à cet égard, présente une originalité. Dans le Capital, Marx dit explicitement qu'il veut expliquer une espèce de capitalisme réduit à ses traits essentiels et, pour ainsi dire, structurels. Dans le jargon d'aujourd'hui, on dirait que c'est un type idéal du capitalisme. Ce n'est pas une description du capitalisme concret dans ses modalités historiques. Au fond, il y a un schéma du développement du capitalisme qu'il a tiré de l'exemple de l'Angleterre et auquel il a attribué une valeur générale. Mais cette tentative de penser le capitalisme en soi se rattachait à la tentative pour penser toute l'histoire humaine à partir de l'infrastructure ou à partir de la succession des régimes économiques. Or, cette autre tentative plus générale de penser l'histoire nous intéresse aujourd'hui encore passionnément, et nous serions marxologues, même si les considérations sur la rente foncière nous ennuient, ce qui est un petit peu le cas, parce que le capital se rattache à ce que l'on appelle la philosophie matérialiste de l'histoire ou à l'interprétation économique de l'histoire, et se rattache à deux questions qui sont toutes actuelles encore aujourd'hui. Premièrement, quelle est l'essence de la société moderne? C'est une question que Marx s'est posée. Et deuxièmement,
quel est l'avenir de la société moderne. On ne peut pas ne pas se référer à lui parce que 1 milliard d'êtres humains reçoivent leur formation intellectuelle dans les cadres du marxisme. Alors, à partir du moment où le marxisme est la doctrine officielle d'un tiers de l'humanité, les 2 autres tiers qui sont, comme on dit, concernés par le premier tiers, sont bien obligés de s'occuper de Marx. J'ai relu les textes de Marx depuis les Lettres à son père, de sa prime jeunesse, les textes philosophiques, puis le Capital, et j'ai eu le sentiment que je voyais commencer à développer sa pensée, essayer de retrouver l'idée dans la réalité à la manière de Hegel, voir dans les régimes économiques l'essence de l'histoire humaine, comprendre les contradictions internes des régimes économiques, et par une critique strictement économique du capitalisme, expliquer en même temps le malheur de l'humanité dans le capitalisme. C'est un admirable projet.